Juste pour revenir une seconde en arrière sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur l'aspect préparation, ce qu'évoquait tout à l'heure Malik sur les salariés qui vont être partagés, il faut vraiment faire attention, et là, nous juristes, on n'a qu'un seul prisme, il ne faut pas s'en tenir uniquement au contrat de travail, notamment dans beaucoup d'entreprises, vous avez des contrats de travail où des personnes sont là depuis 20 ans, quand on retrouve le contrat, parfois on ne retrouve même pas le contrat, et donc il faut regarder la fonction réellement exercée dans l'entreprise. Alors nous, en tant que juristes, nous, clairement, on ne va pas se reposer sur le contrat de travail. Dans l'entreprise, il faut être capable d'identifier quels sont les véritables postes. Et donc c'est vrai que ça fait partie des choses opérationnelles à regarder. Effectivement, sur le calendrier, d'un point de vue juridique, on ne peut cadencer l'opération pour autant qu'on a clearé tous les aspects sociaux, effectivement, amont plus info-consultation. Donc effectivement, c'est quelque chose on s'en aperçoit au quotidien, d'assez compliqué à faire passer comme information aux clients étrangers. Alors européens, il y a quand même un certain nombre de règles qui sont pan-européennes et qui sont, je dirais, déjà communément admises. On a beaucoup de mal avec nos clients anglo-saxons et surtout les Américains quand on est en train de leur expliquer qu'il faut informer les salariés, leur proposer d'acheter l'entreprise. Ça les fait hurler. Quand on leur indique qu'il faut l'avis du CE, même quand on leur dit que l'avis ne compte pas, ça les rend perplexes, puisqu'on leur demande pourquoi interroger un CE alors que l'avis ne compte pas. Donc tous ces impacts calendriers, il faut le garder à l'esprit. Donc ça fait partie, en tout cas, je sais que c'est tant vis-à-vis de nos clients, mais vous aussi en interne vis-à-vis de vos départements internes, c'est éduquer vos interlocuteurs qui sont partie prenante dans l'opération pour leur expliquer qu'il n'y a pas que leur matière qui est en cause. Sachant qu'on s'aperçoit aussi que dans toutes ces opérations, comme le disait Malik tout à l'heure, et le storytelling qui va être fait d'un point de vue social sera le même d'un point de vue juridique. On le verra après pour anticiper. Quand vous faites post-closing une information, vous devez expliquer pourquoi vous avez fait l'opération. Vous allez rassurer vos clients fournisseurs en disant que tout va bien. Il faut que cette histoire soit la même tout du long. L'angle n'est pas forcément le même, mais le fil rouge doit être complètement à l'identique. Précisons aussi... mais vous le savez, sur l'aspect social, et quand on parle d'information, effectivement, tous les délais comptent à partir du jour où vous avez donné toutes les informations intéressantes, nécessaires pour permettre au CE de mesurer l'impact de l'opération. Donc effectivement, on a beaucoup de clients, en tout cas étrangers, qui hésitent à donner des informations. On leur dit que s'ils ne donnent pas l'information, le process n'ira pas jusqu'au bout. Donc effectivement, il faut partager cette information, sachant qu'au final, on fait beaucoup d'opérations de carve-out. Le vrai enjeu pour les salariés, comme le disait avec talent Malik, c'est quoi l'impact pour eux post-opération? Est-ce qu'il y aura des suppressions de postes ou pas? Est-ce qu'ils vont garder leurs avantages ou pas? À partir du moment où on les a rassurés, l'opération est fluide, mais il faut que cette opération soit, ce qu'on disait tout à l'heure, pas uniquement drivée par le fiscal ou par le juridique, mais qui ait un vrai rationnel, comme diraient les anglo-saxons, pour l'opération. Une fois qu'on a dit ça, et c'est toujours pour compléter ce qu'on disait, pour nous, ce qui nous semble important, c'est de passer, quand on est en mise en œuvre d'un carve-out, en passer en mode project management. C'est particulièrement vrai quand on est en train de gérer un projet qui est pan-européen et on doit mettre en musique énormément de pays et d'acteurs. Ça peut être aussi, c'est évidemment vrai aussi quand on a des opérations franco-françaises. Mais ce mode gestion de projet est plus prégnant et pertinent quand on a une opération qui est un petit peu complexe. Et quand on est en project management, en gros, toujours avec nos petits tableaux qu'on aime bien, il faut se fixer des objectifs, garder le contrôle et gérer les hommes. La définition des objectifs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comprendre et s'approprier les motivations du carve-out. C'est quoi le rationnel? Quelle est la raison fondamentale? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que c'est pour... isoler une entreprise? Est-ce que c'est pré-cession? Est-ce que c'est pour booster le cours de bourse? Est-ce que c'est pour se recentrer? Il faut se l'approprier, le comprendre, parce que ça va driver le reste. Il faut fixer un calendrier réaliste. Et ça, c'est le plus compliqué, parce que nous, juristes, on est toujours un tout petit peu perçus comme les empêcheurs de tourner en rond, aux côtés des personnes du social. Il faut vraiment qu'on explique qu'il y a des étapes obligées et qu'on ne peut pas faire une opération réussie sans... passer chacune de ces étapes, sachant que passer en force, c'est tout à fait possible pour un certain nombre d'opérations. Par contre, vous allez vous aliéner les personnels, les représentants du personnel. Si vous passez en force par rapport à des clients fournisseurs, vous risquez de vous les mettre à dos. Donc, essayez de le faire de façon la plus douce et la plus fluide possible pour le faire. Donc, effectivement, fixer un calendrier réaliste. Et on s'aperçoit souvent qu'on a des personnes qui nous appellent en décembre en disant « Tiens, on voudrait carvoter une opération » et on leur dit « C'est juste pas possible ». Mais il faut savoir dire non, sinon on prend des risques. Souvent, on s'aperçoit aussi dans les leaders, que dans les projets, il y a énormément d'intervenants. Vous avez des personnes qui sont les techniciens autour de la table, les juristes, fiscalistes, socialistes, travaillistes.
Vous avez les opérationnels, et après vous avez des opérationnels qui peuvent être les spécialistes de l'IT, vous avez les commerciaux, vous avez les financiers. Et donc vous avez beaucoup de personnes et beaucoup d'intervenants dans une opération, sachant que vous avez aussi, quand vous avez des opérations qui sont carve-out pré-cession, vous avez aussi les banques d'affaires, les conseils et autres. Et donc le but, c'est d'harmoniser et d'articuler l'intervention des uns et des autres. Et en général, on essaie de nommer un project leader. Donc, il y aura la lourde tâche de coordonner. Ça va être le chef d'orchestre qui va coordonner l'ensemble des équipes. On va aussi essayer de mettre un comité de pilotage en place avec un représentant de chacun des chantiers qui sont importants. Évidemment, s'il y a des gros enjeux sociaux, le social sera probablement un des drivers puisque ça va être le cœur du réacteur, comme disait Malik. Après, peut-être que dans certains secteurs, ça sera plutôt l'IT qui va être le driver parce que les vrais enjeux de séparation seront techniques. Et donc, il faut que chaque partie prenante et intervenant dans le projet soit dans ce comité de pilotage. Il faut se fixer des objectifs avec une to-do list pour chacun et organiser cette Dream Team qui va intervenir sur l'opération. Une fois qu'on a dit ça, garder le contrôle, c'est aussi important et ça rejoint un tout petit peu ce que disait tout à l'heure Malik. C'est pour compléter ce que disait Malik tout à l'heure. À partir du moment où on fait info-consultation, gros problème de fuite, puisqu'effectivement, même s'il y a des engagements de confidentialité, plus on parle à des personnes, plus il y a des risques de fuite d'informations. Pas forcément de façon pour nuire à l'entreprise, mais les personnes parlent assez librement. Donc effectivement, le gros enjeu dans cette opération, c'est d'ailleurs pour toutes les parties prenantes, quand vous êtes en carve-out intra-groupe ou pré-session, c'est garder le maximum de confidentialité. Et là, pour rejoindre ce que disait Malik, là on a tout de suite deux écueils déjà. Loi Hamon, on va informer les salariés de l'opération, et l'info-consultation. Donc on va en parler, et puis quand il y a des financements en place et qu'on doit obtenir le waiver des banques, il faudra informer les banques, donc le plus en amont possible. Donc le premier, c'est essayer de garder le maximum de confidentialité. Et pourquoi on le fait? Pour protéger l'entreprise et aussi pour éviter les rumeurs. Classiquement, quand on parle de carve-out, grosse inquiétude, notamment sociale. Je vais perdre mon job ou je vais perdre un client. Donc effectivement, garder le contrôle pour essayer de limiter au maximum les rumeurs, les fuites, les fantasmes, et qui deviennent forcément... La première réaction est en général pas positive. Donc effectivement, je rejoins ce que disait Malik, il faut trouver une belle histoire à raconter pour rassurer tout le monde. Il faut aussi, quand on parle de garder le contrôle, c'est donner aux parties prenantes le maximum de ressources pour réaliser l'opération. On s'aperçoit beaucoup d'entreprises, ce qui nous permet aussi d'intervenir, que le directeur juridique d'un groupe doit gérer quelque chose alors qu'il a le business as usual à gérer et qu'il doit allouer des ressources alors qu'il n'en a pas. Déjà pour le business as usual, c'est compliqué, mais on lui demande de gérer en plus un carve-out, en plus de faire du reporting. Donc il faut avoir en face, et pas hésiter à le dire dès le départ, identifier les besoins en termes de ressources et les mettre dans la Dream Team ou insourcer des clients. Sachant que dans le garder le contrôle, il faut garder à l'esprit qu'il y a le business as usual. Donc pour les opérationnels, il y a l'entreprise à gérer, et pour les juristes, il y aura tout le service juridique à faire tourner. Mettre en place un process raisonnable, et on s'aperçoit qu'on essaie de résister, mais c'est toujours compliqué. Essayer d'éviter tout ce qui est multiplication de points, les points hebdomadaires, les points avec des systèmes de reporting qui n'apportent pas grand-chose. Donc essayer de mettre en place un reporting qui sera effectivement fixer une date pour que ce soit la même et qu'elle soit gelée dans les agendas pour tout le monde, mais un système de reporting pour le suivi des chantiers qui soit quelque chose qui soit user-friendly, qui puisse être facilement utilisable et qui puisse être partagé avec tous les participants. On s'aperçoit aussi, et on le voit souvent dans les opérations de carve-out, notamment quand ce sont des carve-out pré-session, et donc il y aura par la suite une session d'entreprise qui aurait été carve-outée, ou donc des actifs, c'est mettre en place une data room où on va mettre de façon électronique toutes les informations qui ont été nécessaires pour l'opération sur cette plateforme, et ce qui serait une bonne chose, parce que cette plateforme, après, on pourra la retravailler, mais ça servira de base pour les acheteurs et pour la préparation de la data room postérieure. Donc effectivement, tout mettre dans un seul endroit pour éviter justement des silos où le fiscal ne partage pas avec le juridique, qui ne partage pas avec le social, et chacun travaille de son côté sans échanger, alors que les informations qui sont utiles à un stream sont forcément utiles aux autres. L'autre chose, et ça rejoint complètement ce que disait Malik, c'est la gestion des hommes. Et donc essayer d'éviter de lever le plus tôt possible dans le process toutes les inquiétudes et éventuellement, et le plus tôt possible, communiquer sur l'organisation future pour éviter les fantasmes et les craintes des uns et des autres. Préparer l'équipe RH qui sera effectivement le cœur du réacteur quand l'entreprise carve-outée a beaucoup de main-d'œuvre, et identifier tous les personnels qui seront clés et qu'on espère voir rester à bord post-opération. Et donc, il y a qui seront d'ailleurs en général
le management ou proche du management et qui vont être souvent impliqués dans le carve-out parce qu'ils devront le piloter et qui seront aussi impliqués par la suite, notamment quand on veut céder l'entreprise. Donc, voir comment les maintenir motivés tout au long du process, mettre en place éventuellement des systèmes de retention bonus pour les garder à bord ou pour les récompenser du travail supplémentaire qui va être fait dans le cadre des travaux de carve-out, parce qu'en général, c'est toujours en plus du reste. Donc ça, gestion des hommes. Alors effectivement, Jérôme a raison, hein. La gestion de projet, c'est fondamental. Et en règle générale, il faut un project manager qui est soit un salarié de l'entreprise, soit une personne extérieure à l'entreprise et qui a une vision transversale et générale de tous les sujets, tous les enjeux dont Jérôme a parlé. Donc juste c'est un petit peu le complément de ce qu'on vient de dire, c'est mettre en place très vite, on l'avait mis dans les premiers slides, mais aussi l'organigramme de départ et l'organigramme cible, mettre en place un step plan et des calendriers, un calendrier toujours réaliste, sachant que le step plan va s'affiner au fur et à mesure de l'opération. Plus on va être dans un premier temps en général macro step plan avec les grandes étapes de l'opération, et plus on va s'approcher de la phase d'exécution, plus on va basculer en mode micro step plan, et qui devront micro step plan qui devra définir les personnes responsables, les étapes à remplir et les calendriers à respecter, notamment en matière RH. Et comme le disait Malik, on ne pourra rien faire d'un point de vue formel juridique tant qu'on n'aura pas passé la barrière de l'info-consultation, puisque ça sera on ne peut le faire qu'à partir du moment où on peut lancer les opérations et donc formaliser les actes, que pour autant qu'on ait passé cette barrière. Donc effectivement, quels sont les instruments, les documents clés d'un carve-out, l'organigramme, le step plan, le calendrier. Alors il y a autant de formes que de calendrier, autant de systèmes de reporting que d'opérations. Et puis après tous les actes sur lesquels on va intervenir les uns et les autres pour réaliser l'opération. Donc session d'actifs purs, session de titres, combinaison des deux. Si on est, comme on le disait tout à l'heure, en un apport-session, les opérations d'apport préalable pour loger l'activité dans une entité dont on va céder les titres. Donc toutes ces étapes qui seront nécessaires et à réaliser pour formaliser ce qui aurait été préparé en amont. C'est l'organigramme, on l'a déjà dit. Donc le step plan, parce qu'on disait tout à l'heure, info consult, et puis après les étapes juridiques. Alors juste pour reboucler ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'information information et ou agrément des co-contractants, puisqu'on disait tout à l'heure que dans certaines opérations, il faut passer par l'accord des co-contractants, même en cession de titre, l'obtention des waivers, les purges des droits de préemption, et puis évidemment penser à toutes les formalités post-opération pour les rendre opposables au tiers. Le calendrier, on ne va pas revenir. Les actes, on l'a déjà dit. Juste pour deux petits rappels, toujours alors, avec notre casquette de juriste, c'est identifier qui appuiera sur le bouton et qui pourra signer. Donc effectivement, valider dans le groupe qui aura la capacité juridique de signer et d'approuver l'opération. On s'aperçoit que ce n'est pas aussi simple que ça et que quand vous avez des groupes, par définition, les opérations de carve-out sont des opérations exceptionnelles. On s'aperçoit que de plus en plus d'opérations, les présidents ou les dirigeants qui techniquement ont tous les pouvoirs, en général décident ou préfèrent se faire baquer par une décision du conseil pour valider l'opération, même si techniquement ils ont la capacité de signer les actes. Et évidemment, quand il y a des limitations de pouvoir, passer devant l'organe compétent pour valider l'opération au préalable. Donc il faut regarder dans les statuts, ou se rappeler ce qu'il peut y avoir dans les statuts, éventuellement dans les pactes. Juste garder à l'esprit nouveauté du Code civil, nouvel article 1161 qui dit, qu'on a reproduit, c'est qu'un même représentant ne peut pas agir pour le compte de deux parties au contrat. Bon, ça paraît un petit peu anodin, il y a eu pas mal de débats là-dessus. En pratique, il y a toujours, et tant que les tribunaux ne seront pas prononcés, il y a toujours un risque de mise en cause ou de remise en cause de l'opération. Et c'est particulièrement prégnant quand vous êtes en opération de carve-out intra-groupe. Vous avez la même personne qui va signer des deux côtés. Donc juste garder à l'esprit qu'il faudra, le cas échéant, mettre en place un système de délégation ou deux signataires pour éviter que quelqu'un puisse, le cas échéant, remettre en cause l'opération post-réalisation une fois que les actes auront été signés par la même personne. Et c'est vrai que ça s'aperçoit beaucoup dans les groupes étrangers. Vous avez la même personne qui signe partout et il faut trouver une deuxième personne pour signer. C'est pas toujours facile. En vrai, en pratique, le vrai enjeu et les risques éventuellement
de remise en cause des contrats ne joue pas tellement quand vous restez en intragroupe, puisque finalement c'est toujours la même famille, donc il n'y a pas d'enjeu. C'est surtout quand vous cédez à terme le groupe et que quelqu'un pourrait se pencher rétroactivement sur les opérations qui sont intervenues et qui pourrait, le cas échéant, challenger le signataire si c'est toujours le même. Même chose aussi, toujours sur les éventuelles remises en cause de l'opération, toujours nouveauté Code civil 2016. Nouvelle définition de la violence, et qui pour avant était assez théorique. On a quand même très peu de jurisprudence sur la vraie violence en matière de vice du consentement, mais il y a maintenant la violence qui est l'état de dépendance, qui peut être considéré comme un vice du consentement. Et toujours pour reboucler sur ce que je disais tout à l'heure à l'instant sur les opérations intragroupes, toujours garder à l'esprit qu'une opération de carve-out où tout d'un coup on va loger dans une société des actifs, c'est toujours mieux si l'entité a son mot à dire. Si c'est une décision qui est imposée par la maison mère aux États-Unis ou ailleurs pour driver l'opération, garder à l'esprit que ça pourrait être considéré comme un vice du consentement si la filiale dans un état de dépendance économique se faisait violence pour accepter de participer à une opération, soit en achetant des titres, soit en récupérant des actifs, risque de vice du consentement. Toujours même chose. Alors c'est vrai que en pratique, nous on dit toujours dans toutes ces opérations-là, attention à l'intérêt social. Donc logiquement, s'il y a un intérêt social, logiquement, il n'y a pas de violence. Mais il faut quand même garder à l'esprit que ce nouveau vice du consentement existe. Toujours même chose, quand on est en intragroupe, l'enjeu est relativement réduit. Ça peut être plus un enjeu quand on sort du groupe. Effectivement, si on voulait remettre en cause l'opération et donc l'annuler, puisqu'on est en vice du consentement, il faudra être en capacité de démontrer qu'il n'y a pas eu de violence, donc de décision imposée top-down à la société qui a récupéré soit qui a récupéré, soit qui a dû céder un actif qui lui plaisait bien, mais qu'on l'a forcé à vendre, et donc ou côté acheteur, côté acheteur. Donc il faut garder à l'esprit cette nouveauté du code civil.